Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie pour votre attention encore pendant cet après-midi particulièrement chargé en termes d'intervention, de concepts, de notions, de pistes de réflexion. Donc merci de m'accorder encore un tout petit peu de votre temps de cerveau disponible pour éviter la surcharge cognitive. Voilà. Je remercie également les organisateurs de ce colloque d'avoir pensé que quelqu'un qui n'a jamais été ministre, qui n'a jamais été expert international, puisse avoir une contribution intéressante, en tout cas à mettre au débat commun. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé que cette contribution pouvait reposer sur une perspective théorique particulière qui est la mienne et que je voudrais expliciter, comme l'ont fait les illustres intervenants avant moi, puisque pour que nous nous comprenions, encore faudrait-il que nous sachions à partir de quel point de vue les uns et les autres nous parlons. Alors quel est mon point de vue? Je suis un sociologue de l'action publique en éducation. Cela signifie que j'étudie la façon dont on met en œuvre, dont on conçoit, dont on évalue. Alors quoi? Des réformes, des politiques publiques, des dispositifs d'action publique, des instruments, diverses mesures. Bon. Ce type de positionnement scientifique a diverses implications sur l'exposé qui va être le mien aujourd'hui. La première implication, c'est que cette tradition d'analyse, elle draine avec elle un ensemble de définitions qui font que, personnellement, je me sens assez à l'aise vis-à-vis de certaines notions, en tout cas au départ de l'analyse. Puisque, d'après ce courant d'analyse, on peut définir une politique publique d'éducation comme un programme d'action gouvernementale, informé par des valeurs et des idéaux, qui repose sur un ensemble de mesures, sur un pouvoir de coercition, sur des buts et des objectifs précis à atteindre, sur des moyens spécifiques qui sont débloqués. Bien évidemment, d'après ce courant d'analyse, une politique d'éducation ne se limite jamais aux intentions que déploient les responsables politiques, les décideurs. Il y a énormément d'acteurs à tous les niveaux du système qui contribuent, pour reprendre la métaphore de la chaîne évoquée par Jean-Marie de Quetel, à traduire, adapter la politique éducative. Et donc il est extrêmement important, pour le sociologue de l'action publique que je suis, de ne pas me limiter à la politique publique, mais au processus d'action publique dans son ensemble, qu'on peut définir comme l'ensemble des relations, des pratiques et des représentations qui concourent à la production politiquement légitimée de modes de régulation des rapports sociaux, pour citer Vincent Dubois, un spécialiste de ce champ d'analyse. Et dans cet univers conceptuel-là, la notion de réforme est souvent réservée à un type particulier de politique publique. Et je vais à mon tour citer João Barroso, qui définit la réforme comme une décision politique intentionnelle planifiée, prise par une autorité formelle, destinée à changer durablement, et c'est ce point qui suit est important, la totalité ou une dimension importante du processus éducatif en fonction d'une certaine conception de l'avenir. Donc, du paysage scientifique d'où je viens, la notion de réforme désigne ça. Le problème, c'est que dans la littérature internationale, anglophone en particulier, on utilise quand même encore la notion de réforme. Quand on parle de réforme, on parle parfois d'action publique ou de politique publique. Et la notion même de policy, en anglais, dans la littérature internationale, alterne entre ces deux conceptions. Parfois c'est politique publique, parfois quand on parle de policy process, on parle de processus d'action publique. Alors pourquoi je vous dis ça? D'une part pour essayer de préciser mon propos, mais aussi parce que c'est déjà une forme de réponse au colloque et à la question qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce type d'analyse nous amène à poser immédiatement la question, mais réforme réussie, mais pour qui? Si l'on se limite à une analyse en termes de politique publique, si on étudie la façon dont des responsables politiques, des conseillers, des membres de cabinet vont travailler à formaliser un énoncé de politique publique, quelque chose qui va reposer sur des éléments de langage, qui va pouvoir être défendu dans les médias, qui va pouvoir ne pas susciter trop de controverses au Parlement, qui va pouvoir gagner
la bataille de l'opinion. Peu importe finalement ses effets sur le terrain, du point de vue limité des professionnels de la politique, cette réforme, elle est déjà réussie, en quelque sorte. Mais bien évidemment, comme nous invitait à le faire la question des chaînes de causalité, on ne va pas se limiter à cette chaîne de causalité tout en haut du graphique de tout à l'heure. Bon. La deuxième implication de ce point de vue de départ, c'est que, et c'est, je crois, propre à la sociologie de manière générale, mes collègues m'en excuseront, j'espère, je trouve que les sociologues sont très forts pour désenchanter le réel. Ils sont très forts pour analyser les dysfonctionnements, pour porter un propos critique. Ils sont peut-être un peu moins forts pour porter une sociologie positive, qui dit ce qui peut marcher, ce qui dit ce qui peut arriver de positif. Et j'ai des étudiants, moi, en formation, qui me renvoient ça. Mais monsieur, la sociologie ne dit pas quelque chose de positif au bout d'un moment? Bon. Et donc je vous prie d'avance d'excuser cette intervention parce que je ne pense pas que je pourrais me départir de cette déformation professionnelle. Et d'ailleurs, il y a un déséquilibre dans les 3 points que je voudrais présenter aujourd'hui qui illustre bien cette déformation-là. Bon. Et la troisième implication, c'est que dans ce courant d'analyse-là, il y a, en tout cas pour les auteurs que je fréquente, estime et valorise, un refus du propos normatif a priori, qui consisterait à dire ce que la politique éducative, ou la réforme en éducation, ou l'action publique en éducation doivent être. On analyse l'existant, et après, fort de cette analyse scientifique de l'existant, on peut éventuellement aider à analyser les systèmes d'action publique en présence et à comprendre, à rendre intelligible un certain nombre de processus. En tout cas, je ne pratique pas cette policy analysis qui étudie des facteurs d'impact et donc les facteurs de réussite des politiques éducatives. Par conséquent, je suis très embêté pour participer de manière constructive à ce colloque. Puisque je ne fais que désenchanter et que je n'assume pas un propos normatif, qu'est-ce que je peux dire sur qu'est-ce qu'une réforme réussie en éducation? Alors bien évidemment, les interventions précédentes m'ont un peu rassuré, d'une part parce que je me sens très proche à bien des égards, mais aussi parce qu'il y a des éléments de discussion forts avec ce qui a pu être proposé avant, mais j'imagine que les échanges informels autour de ce colloque feront leur travail de ce point de vue-là. Ma contribution pourrait être de proposer 3 idées que je pense assez simples et que je vais développer aujourd'hui devant vous. Première idée, je vous ai dit c'est simple, il n'y a pas de one best way. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir, de mettre en œuvre, éventuellement d'évaluer les politiques éducatives. Alors oui, c'est un truisme, c'est évident, mais quand on voit toute une littérature internationale notamment, que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est récurrente depuis plusieurs décennies, c'est peut-être bien de le rappeler. Deuxième idée, face à cette absence de modèle unique de la réussite, de la réforme réussie, il existe une tendance politique qu'on observe dans plusieurs systèmes scolaires et que j'illustrerai à partir du cas français, au développement d'un type particulier de position politique que je pourrais appeler l'incrémentalisme pragmatique. Le mot est lancé et notre ministre de l'Éducation ce matin a revendiqué cette posture-là. Et on prendra un exemple dans le cas de la politique d'éducation française pour comprendre ce que ça veut dire, et comprendre aussi les limites de cette posture. Par conséquent, je ne considère pas que l'incrémentalisme pragmatique soit une alternative fiable, durable, en matière de politique d'éducation. Et alors, que peut-on dire de plus face à ça? Est-ce qu'on n'a pas là une nouvelle impasse du raisonnement, une nouvelle aporie? Eh bien, j'essaierai de développer dans un 3e point l'idée qu'avec un sociologue qui s'appelle Patrice Durand, que, en fait, non, il est possible de réfléchir à ce qu'il appelle la révolution des conséquences en matière de politique publique. Et donc de changer notre grille d'appréciation de ce qu'est une réforme réussie. Telle sera ma contribution au débat, en tout cas, qui nous réunit aujourd'hui. Alors la première idée, elles seront en bleu à chaque fois. No one best way. Oui, il faut le rappeler parce qu'il y a un certain nombre de travaux depuis plusieurs décennies qui s'attachent à formaliser ce que doit être un bon policy process en éducation, notamment. Alors, historiquement, on pourrait presque remonter au début du courant d'analyse de la policy evaluation aux États-Unis. Les travaux de Ralph Tyler, par exemple, souvent connus pour ses travaux sur le curriculum, etc., sont aussi des travaux qui permettent de penser l'action publique. Alors, ces travaux présentent un certain nombre de constantes que je voudrais exposer maintenant.
Première constante, c'est très fréquent dans ces travaux de retrouver une condamnation, une critique, un terme un peu fort, j'ai peut-être rédigé un peu rapidement, une critique de la vision top-down des politiques éducatives, donc qui viendrait d'en haut. Et avec cette critique de la vision top-down, une critique de la centralisation, une critique du command and control, une critique du gouvernement, presque au sens français du terme, pour passer à l'idée qu'on devrait aller vers une gouvernance multipolaire, horizontale, etc. Et on retrouve cette critique dans beaucoup de travaux, y compris dans des travaux récents d'une collègue québécoise, Annelise Carpentier, dont vous voyez ici le schéma. Comme Antonio Novoa et comme Jean-Marie Quetel, j'ai plein de schémas à vous proposer. La deuxième caractéristique, c'est que ces travaux reposent souvent sur ce que j'appellerais une vision systémique, voire cybernétique, de science des systèmes, du processus de réforme. On aime bien réfléchir avec des graphiques, on aime bien réfléchir en termes de système. Et moi, j'essaye personnellement de m'affranchir de cela en pensant culture professionnelle, etc. etc. Bon. Alors pour illustrer ça, je vous propose un schéma que je ne vais absolument pas commenter parce que je ne suis pas compétent pour le faire, tiré d'une publication de l'UNESCO de 1995 et alimenté par des chercheurs norvégiens qui ont essayé de formaliser ce qu'était le processus d'une politique éducative. Troisième point commun de ces travaux, ils sont souvent centrés sur le point de vue des décideurs, ce qui est quand même paradoxal, puisque voilà une littérature qui vous dit qu'il faut en finir avec le top-down, qu'il faut développer la coordination, les modes de coordination multiples, etc., et qui, au moment de réfléchir au schéma d'analyse sur comment mettre en œuvre une réforme, le font essentiellement du point de vue des décideurs. Alors, il faudrait entrer dans le détail de ces schémas qui, par ailleurs, sur le plan formel, ont des proximités très, très nettes. À droite, vous avez une publication de la Harvard School, Graduate School, et de l'autre côté, vous avez un working paper récent de l'OCDE. Quatrième constante de ces travaux, ils essayent de mettre en évidence des leçons, policy lessons, tirées de méta-analyses qui donnent lieu à l'énumération d'un certain nombre de facteurs d'impact qui favoriseraient donc la réussite des systèmes scolaires et des politiques éducatives mises en œuvre pour les réformer. Alors, je vous donne quelques exemples tirés d'un document canadien, un développement professionnel continu des enseignants, des objectifs chiffrés précis, des consignes pédagogiques précises sur les apprentissages, ou si on va du côté des États-Unis, un développement de la culture des établissements, des interventions éducatives précoces, sont des exemples de ces facteurs d'impact porteurs d'une politique éducative réussie. Alors bien évidemment, c'est là que la déformation professionnelle commence. Ces travaux présentent à mes yeux, au moment de réfléchir à ce qu'est une réforme éducative réussie, un certain nombre de limites. Tout d'abord, certaines affirmations qui sont souvent prises pour évidentes, taken for granted en anglais, me paraissent discutables. En tout cas, quand on en fait des généralités. Je ne suis pas convaincu qu'il faille complètement en terminer avec le top-down, par exemple. Quand par top-down, on parle de cadrage réglementaire, c'est parfois très utile pour assurer la cohérence d'une politique éducative sur un territoire national. Par ailleurs, si on parle centralisation-décentralisation, les travaux de Nathalie Mons, qu'il faudrait aussi actualiser tant les systèmes scolaires évoluent vite, montrent que c'est bien un mixte entre centralisation et décentralisation, pas sur les mêmes fonctions d'ailleurs, qui peut être porteur de meilleurs résultats à l'enquête PISA. Deuxième critique que je peux adresser à ces travaux, c'est que la vision cybernétique sur laquelle ils proposent ces grands schémas d'analyse de systèmes, parfois justifie la construction de typologies formelles qui, à mes yeux, sont discutables. Vous avez par exemple ici, non, on ne voit pas la flèche, bon, vous avez au tableau, enfin à l'écran, un graphique proposé par l'OCDE qui essaye de résumer, de synthétiser les principaux arrangements institutionnels en matière de gouvernance de différents systèmes scolaires. Donc il y a différents systèmes scolaires représentés dans l'Assemblée. Je vous laisse essayer de positionner le vôtre. Si je regarde la France, par exemple, qui apparaît dans la première diapositive au niveau central,
Considérer que l'arrangement institutionnel en France en matière de politique éducative aujourd'hui est centralisé, c'est grandement se tromper sur l'état actuel du système scolaire français, qui est beaucoup plus fragmenté, différencié, dans lequel on a des vraies politiques académiques, dans lequel on a des collectivités territoriales qui proposent un grand nombre d'initiatives, etc., etc. A l'inverse, si je vais vers un système que j'ai un petit peu étudié, comme l'Angleterre dans le United Kingdom tout à droite, qui est présenté comme un système décentralisé, je me dis, mais enfin, où est passée l'instauration d'un marché scolaire régulé par des agences gouvernementales non ministérielles, type Ofsted et compagnie, et qui ont contribué fortement à recentraliser le système scolaire anglais dans ce type de typologie. Autre critique, j'avais prévenu qu'il y avait un déséquilibre. Autre critique, cette vision cybernétique, systémique, peut parfois laisser penser que des mêmes instruments de régulation peuvent être employés dans différents contextes et produire les mêmes effets. Je me retourne vers des collègues espagnols, parce que je sais que c'est une tradition d'analyse qu'ils développent également. Donc, on a affaire à des bulles, on évalue, pour évaluer, on a des outils, etc. Et cette vision systémique pourrait laisser croire que ce schéma d'analyse-là peut s'appliquer dans différents contextes. Or, le problème, c'est que c'est loin d'être le cas, comme le montre une littérature très importante sur les policy transfers, les transferts de politique publique, qui était évoquée également à sa manière par Mamadou Ndoye tout à l'heure, en parlant de l'impossible transférabilité d'un certain nombre d'expériences ou d'actions en matière de politique éducative. Pour l'illustrer, je me permets de prendre un exemple tiré de nos propres travaux. Vous avez l'ouvrage mentionné en bas à droite. Avec Christian Marois, nous avons eu le plaisir de coordonner une recherche qui a comparé les politiques d'accountability mises en œuvre en France et au Québec dans le champ de l'éducation depuis la fin des années 90. Vous regardez comment se structurent ces politiques en termes d'outils, d'instruments. Les noms diffèrent un peu, mais ce sont les mêmes. En France, on parle de contrats, par exemple de contrats d'objectifs entre les établissements. Au Québec, on parle de conventions de partenariat. En France, on a des projets d'établissement. Au Québec, on a, je ne sais plus quel est le terme exact, des outils de planification, de plan d'action, je ne suis plus sûr du terme. On a des indicateurs statistiques qui permettent d'évaluer les résultats des élèves et des établissements scolaires qui sont sensiblement similaires. On pourrait penser que la mise en œuvre de ces politiques, sur la base de ces instruments-là, produit les mêmes types d'effets dans les deux systèmes scolaires, et bien évidemment que non. En France, nos collègues québécois concluent au fait que ces politiques d'accountability débouchent sur le développement d'une nouvelle gestion de la pédagogie en matière d'éducation, par le biais notamment des consignes qui sont données en matière d'évaluation des élèves, par le biais des communautés d'apprentissage professionnel, etc. Alors qu'en France, nos conclusions dans les établissements scolaires montrent qu'en France, ce sont encore essentiellement les chefs d'établissement qui assument la reddition de comptes vis-à-vis de l'institution, dans une sorte de duplicité managériale, puisque au moment ensuite de piloter leur établissement, ils n'utilisent pas forcément ces outils-là, qui sont le contrat, les indicateurs d'évaluation, etc., et qui pilotent autrement leurs établissements. Et que dans ce contexte-là, les enseignants sont encore très faiblement impactés, et encore moins dans leur pédagogie, par le pilotage par les résultats à la française. Autre critique, certaines de ces conclusions, mais là, après tout, allons-y, je suis très critique pour le coup, peuvent parfois flirter avec le truisme ou la tautologie. Une réforme qui marche, c'est une réforme qui est acceptée par les acteurs qui buy in, qui l'achètent. Bah, ouais. Il faut adopter une approche multidimensionnelle de l'éducation. Une politique qui a des chances de marcher est bien justifiée en amont. Bien sûr que c'est intéressant intellectuellement de formaliser le questionnement et de se rappeler cela, d'agir comme des pense-bêtes. Mais enfin, de là à en faire des facteurs, des impact facteurs de ce qu'est une réforme éducative réussie, je suis plus sceptique. Et puis enfin, il ne faut pas être dupe. Certaines de ces méta-analyses sont engagées, sont partisanes. Dans les méta-analyses qui sont proposées, on sélectionne un certain nombre de travaux, on met en regard et en opposition certains travaux,
Et les nombreux drivers mis en évidence par Foulane, par exemple, pour expliquer ce que peut être une réforme éducative réussie, on ne les comprend pas si on ne remet pas cela dans le contexte de développement des standards et de l'accountability dans les systèmes anglophones. Et donc cette insistance sur l'apprentissage des professionnels versus la mise en œuvre de politiques d'accountability, qui est un des drivers fondamentaux mis en évidence par Foulane, eh bien on ne le comprend que dans ce contexte-là, et peut-être dans le contexte aussi d'une recherche en éducation qui est engagée sur un certain nombre de sujets. Donc j'en arrive à une première conclusion intermédiaire de cette présentation. Modéliser les facteurs de réussite d'une réforme, c'est très intéressant, c'est même stimulant parfois, c'est sans doute utile, mais ça n'implique pas, dans l'autre sens, que ces modèles formalisés-là soient un modèle unique de réforme éducative à succès. On n'aurait pas là affaire à une checklist qu'il faudrait cocher. Face à cela, cette difficulté d'appliquer dans son cas national ces consignes, ces conseils, ces recommandations, ces observations, et face aussi à la complexité des politiques publiques dans chaque pays, les responsables politiques peuvent être tentés par un positionnement politique particulier que je propose d'appeler incrémentaliste et pragmatique. Là encore, ça fait référence à des travaux en sciences politiques. L'incrémentalisme, de manière très générale, peut être défini comme une politique des petits pas dans un contexte de rationalité limitée des acteurs. Et c'est intéressant pour penser les grandes réformes. Parce que pour penser les grandes réformes, ça suppose un acteur rationnel capable de penser les grandes réformes. Mais en fait, on ne pense jamais à toutes les implications des décisions que l'on met dans la balance. Donc les acteurs sont en situation de rationalité limitée. Comme ils ne peuvent pas facilement importer des schémas extérieurs, comme il y a des résistances dans le système, il peut être stratégique, rationnel, de leur point de vue, de privilégier des petits changements graduels, l'incrémentalisme, et de le faire au nom d'une vision pragmatique de la politique publique. Alors, pragmatique ici, pas exactement dans le sens donné par le ministre de l'Éducation ce matin, Jean-Michel Blanquer, qui a pris soin d'insister sur l'importance de l'expérimentation. Et donc, en faisant cela, on peut supposer qu'il se rattache aux philosophes pragmatistes et à la tradition expérimentale, au sens plus courant du terme, c'est-à-dire ce souci, cette focalisation sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, what works, au nom d'un dépassement des idéologies. Je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas social-démocrate, je ne suis pas conservateur, je suis pragmatique, je regarde ce qui marche et je vais par petits pas. Ça paraît être du bon sens politique dans l'état actuel de fragmentation de certains systèmes politiques. Mais bien évidemment, ça a ses limites. Et pour illustrer cela, je vais essayer de le faire à partir d'un exemple que j'ai particulièrement étudié, mais j'espère que nos échanges pourront montrer que c'est pertinent ailleurs, dans d'autres contextes. L'exemple de la politique française de pilotage par les résultats, ou politique d'accountability, en éducation. Depuis au moins le milieu des années 60, les observateurs du système scolaire français s'accordent à dire qu'il devient de plus en plus difficile de gouverner le système scolaire français d'en haut, à coups de circulaires, avec une régulation bureaucratique, des consignes qui descendent, dans un système fortement centralisé. Et donc se multiplient les réflexions sur comment changer le mode de gouvernance du système scolaire français. Je ne refais pas toute l'histoire de cette réflexion institutionnelle-là, mais à partir de 2003 se pose la question, formalisée en ces termes, de la mise en œuvre d'un pilotage par les résultats, conçu comme une boucle entre projet, contrat, évaluation. Bien évidemment, dans le système scolaire français, de nombreux obstacles se lèvent à la mise en œuvre d'un tel pilotage. Déjà, il y a des incertitudes en France en termes de valeur. Est-ce que l'efficacité doit être une valeur fondamentale du système scolaire français, au même titre que d'autres, égalité, laïcité, etc., ou pas? En l'absence de cela, il n'est pas évident d'orienter très fermement une politique de pilotage par les résultats. Par ailleurs, on a des acteurs qui ont des habitudes de fonctionnement plutôt centrées sur une régulation par les moyens. Et le thème de l'obligation de moyens en éducation en France est encore très
prégnant dans les discours militants notamment. Il y a également une méfiance critique vis-à-vis du New Public Management et des travaux de l'OCDE, en particulier au début des années 2000, ce qui serait le temple du néolibéralisme en éducation, etc. Et puis, dernier point intéressant, dans le contexte français, sur ce sujet du pilotage par les résultats, les groupes sociaux classiques sont clivés en interne. Toutes les élites administratives, par exemple tous les inspecteurs généraux, ne sont pas pour un pilotage par les résultats. Tous les enseignants ne sont pas contre l'idée qu'il faut plus d'efficacité dans le système, etc., etc. Face à cela, l'une des stratégies de réforme, et c'est là qu'on va rentrer dans l'incrémentalisme pragmatique, consiste à mettre en œuvre un certain nombre d'outils, tout en maintenant un certain flou autour de ces outils. Par exemple, en France, il y a plein de textes officiels qui parlent d'évaluation et de la mission d'évaluation d'un certain nombre d'acteurs. Mais la notion d'évaluation, les méthodes d'évaluation à retenir, et plus encore les conséquences liées à l'évaluation, sont rarement formalisées de manière très claire. On assiste donc à ce que Vincent Dubois appelle une institutionnalisation du flou. On institutionnalise, on crée des textes, on crée des formations sur cette notion, etc. Mais on institutionnalise quoi? Du flou, puisque la notion d'évaluation n'est jamais finalement opérationnalisée, formalisée, conceptualisée clairement à un moment donné pour dire c'est la politique du ministère. Du coup, ça donne lieu à une sédimentation, à une accumulation, layering, dans le temps, d'un certain nombre de dispositifs que le graphique à votre droite essaye d'illustrer. Et puis, en termes de politique publique, ça donne lieu aussi à différentes formes de bricolage politique. Alors, le mot bricolage est lancé. Il n'y a rien de péjoratif dans ce mot-là. Ça fait référence à une notion tirée des travaux de Claude Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, adaptée en sciences politiques, qu'on retrouve dans la littérature anglophone sous le terme d'assemblage. Et puis d'ailleurs, quiconque a bricolé un peu dans sa vie sait bien que c'est une activité tout à fait noble de bricoler. Eh bien, ça donne lieu à un bricolage politique selon lequel on va concevoir une politique publique en assemblant différents éléments qui au départ étaient prévus pour une autre fonction. Bon, voilà brossé à grands traits ces caractéristiques, de manière un peu abstraite, j'en conviens. Pour le bien de la présentation, quel est l'avantage de prendre cet exemple? C'est qu'il montre qu'une stratégie incrémentale et pragmatique a beaucoup d'avantages politiques. Ça permet de dépolitiser les dossiers. Non, non, je ne fais pas de la droite, de la gauche, je ne fais pas... Non, on parle technique. Donc ça évite les levées de boucliers idéologiques sur certains sujets qui sont aporétiques. Enfin, quiconque a discuté avec un vrai idéologue sait qu'il n'y a pas d'issue. Par définition, l'idéologie étant pour moi un système d'explication totale du monde, l'idéologue est celui qui a forcément un contre-argument à ce que vous apportez, donc il n'y a pas d'issue. Bon. Donc ça permet d'éviter cela. Ça permet de désamorcer la critique au nom d'une approche progressive et réaliste du changement. Quand vous avez des opposants face à vous qui disent « Non, mais ce que vous faites, c'est du libéralisme », ben non, ce n'est pas prévu dans la loi. Non, c'est pas ça, regardez les textes. Et on avance progressivement en désamorçant la critique, quitte à la faire passer pour ringarde. Et puis ça permet des coordinations souples et inédites par les acteurs à différents niveaux du système. C'est le gros avantage du flou que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, puisque la notion d'évaluation est floue, ben on va se coordonner différemment en académie, en établissement, autour de cette notion d'évaluation. Donc c'est un avantage, cette stratégie politique-là. On pourrait dire, tiens, l'incrémentalisme pragmatique, c'est une réforme éducative réussie, qui se met en place progressivement. Le problème de l'incrémentalisme pragmatique, à mes yeux, c'est que d'une part, il conduit à une complexification et une opacité de l'action publique. On ne sait plus très bien ce qui est mis en œuvre et au nom de quoi. Ça conduit aussi à une faible capitalisation des expériences, qui se voit par exemple dans le contexte français, par le fait qu'il y a certains débats qui reviennent tout le temps et qu'on a du mal à trancher. En matière de pilotage par les résultats, par exemple, où en est-on en France de l'évaluation externe des établissements scolaires? L'Angleterre a résolu, à sa manière, le problème d'une évaluation systématique des établissements scolaires dans un système scolaire, Mamadou Ndoye, massifié. En France, pour plein de raisons, sans doute légitimes, que nous analysons,
Ce n'est pas le cas. Et puis enfin, la limite de cette stratégie-là, c'est que comme tout est progressif, comme c'est par petits pas, eh bien vous êtes soumis finalement à des aléas politiques. Et vous avez du mal à maîtriser les tenants et les aboutissants de votre propre réforme. Alors, je pourrais développer les exemples, mais le temps me manque, le temps que je n'ai pas contrôlé d'ailleurs. Ces limites s'expliquent notamment par quelque chose qui est très bien identifié, que Mamadou Ndoye a rappelé, et qu'on retrouve dans ces schémas d'analyse systémique que j'évoquais tout à l'heure. C'est la différence inévitable qu'il y a entre des réalisations ou des processus d'un côté, des outputs, et les résultats des réformes de l'action publique de l'autre. Outcomes. Alors, est-ce que ça doit nous conduire, sociologues de l'action publique, au pluriel, à finalement une nouvelle impasse, ou est-ce qu'on peut essayer de réfléchir autrement? Eh bien, pour essayer de sortir de cette impasse, je vous propose de la réflexion étayée par un sociologue de l'action publique français qui s'appelle Patrice Durand, qui nous dit qu'aujourd'hui, compte tenu des transformations de l'action publique, il faut passer à ce qu'il appelle une révolution des conséquences. Il nous dit, quand on voit d'un côté les difficultés de l'action publique, son instabilité, son opacité, etc., et de l'autre, la crise de la représentation politique dont sont victimes un certain nombre de nos représentants, finalement, il y a une pression de plus en plus forte à la légitimation des réformes. Et pour se légitimer, pour que ces réformes soient légitimes, il est extrêmement important de ne plus se concentrer uniquement sur les grandes valeurs et les idéaux qui les ont structurées, les inputs. Il n'est même plus forcément suffisant de bien se concentrer sur une maîtrise de la mise en œuvre des règles qui vont définir l'exercice du pouvoir. Non, il faut que les responsables politiques développent beaucoup plus ce que Max Weber appelait une éthique de responsabilité, qu'ils se soucient donc des conséquences prévisibles, anticipables de leur action. Et une réforme éducative dans ce prisme d'analyse-là ne sera une réforme éducative réussie que si les responsables politiques sont en capacité d'anticiper le plus possible les conséquences de leur choix. Par révolution des conséquences. Ce qui, à certains égards, mais à certains égards seulement, rejoint les interrogations de certains collègues anglophones sur l'existence d'une quatrième voie en matière de réforme en éducation. Et ça m'amène, pour conclure, à proposer au débat commun une autre vision peut-être de la réforme éducative réussie que celle qu'on voit dans les schémas, etc. Une réforme éducative réussie dans cette tradition d'analyse-là, c'est finalement une réforme qui enclenche une action publique partielle, inévitablement, aux effets négatifs indésirables limités, d'abord, qui permet à un groupe d'acteurs significatifs de se coordonner de manière constructive et de se professionnaliser, on retrouve le empowerment, etc., pour atteindre des objectifs communs. Dernier point et non des moindres, que les résultats étudiés de manière approfondie, je ne suis pas irresponsable, soient efficaces ou non. Voilà, je vous remercie pour votre attention.